Je ne sais pas où commencer, mais quand même, je vais commencer quelque part. Et puis, c'est ça le point de départ. Je vais parler un petit peu de l'arrière-plan, le contexte, puis notre projet. Il y en a peut-être qui connaissent mieux que nous, à fond, qui les connaissent très bien. Mais par la suite, je vais essayer de faire quelques liens avec l'éducation et la démocratie des modèles, ce qu'on a élaboré. Mais où commencer enfin? C'est ça la question. Parfois, on nous demande, mais c'est quoi le modèle? C'est quoi le pays? C'est quoi l'école? C'est quoi? Et puis, on a du mal à répondre à ça. Alors, j'ai pensé ici, mais attention, pas tout de suite, OK? C'est bon de commencer là, mais pas tout de suite. On va commencer ici. Alexis, ça c'est pour toi aussi. Pourquoi commencer là, enfin? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi là? Enfin, je sais que j'en ai que 20 minutes, alors je ne vais pas vous épuiser avec tout ça. Bon, avant 1959, il y avait une dictature appuyée pleinement par l'hégémonie américaine. Les gens ont fui, les gens ont été torturés, et il y avait 200 000 prostituées dans la ville de La Havane. Les Noirs ne pouvaient pas aller à la plage, c'était pas mal misérable. Il y avait une partie de l'île qui était donnée à un autre pays. Il y avait toutes sortes de choses. C'était un arrière-plan. Et puis, en 1959, il y avait un groupe d'à peu près 84 personnes qui ont commencé dans les montagnes de Saint-Serge. Il y avait une révolution populaire. En 1960 à peu près, ils ont fait une campagne d'éducation pour alphabétiser tout le pays. Ils ont subi un blocus de plus de 50 ans. Donc, le blocus était misérable à plusieurs niveaux. Mais le mouvement, disons communiste, socialiste, a commencé à la fin des années 1800 avec José Martí. C'était un mouvement d'indépendance. Et par la suite, Cuba était lié à l'Union soviétique et en 1990, pour la première fois, Cuba est devenu indépendant et des Espagnols, et des Américains, et des Russes. C'est une histoire assez incroyable qu'un pays puisse se tenir debout. On connaît la musique, la salsa, et on connaît le rhum et le baseball. On connaît, il y a des médecins dans tous les pays de l'Afrique, Haïti. Bon, pourquoi parler de ça? Je veux faire le lien avec notre projet, parce que le contexte est absolument essentiel et fondamental. C'est le pierre angulaire. Et on revient, on ne parle pas assez de ça. C'est quoi les gens? C'est quoi les tripes? C'est quoi les politiques? C'est quoi les mouvements? C'est quoi les intuitions? Et puis, bon, je reviens plus tard à un autre sujet, mais notre projet, on a commencé avec l'idée de problématiser les démocraties dites minces. C'est quoi la démocratie dite mince pour nous? Bon, ben, c'est la question de s'obséder, de mettre tous les œufs dans le panier des élections. Les élections sont importantes, ok, on comprend, il y a des enjeux, il y a de l'argent, mais pour nous, les élections, ça ne représente qu'une très petite tranche de la question. Étudier des élections, étudier des partis politiques, étudier des structures électorales, c'est ça qu'on fait normalement. Quand on parle, nous on fait notre projet depuis 10 ans, on parle, il y avait plus de 40 projets dans une douzaine de pays, plus de 5000 participants. Quand on parle aux enseignants, aux des gens en formation de maître, c'est quoi l'éducation, c'est quoi la démocratie, c'est quoi que vous avez fait de démocratique dans les écoles? La réponse c'est plutôt étudier, apprendre comment voter. Ça c'est une partie. Je ne veux pas trop exagérer, je vais en arriver à une analyse un petit peu plus étoffée. Donc, pour notre projet, on essaie de mettre 3 variables ensemble. La démocratie, une problématisation de la démocratie, une problématisation des entreprises hégémoniques. Les notions pour avoir de la démocratie, il faudrait avoir les deux parties, surtout, on voit nos voisins du Sud, il faudrait avoir des élections. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait à part voter? Voter, c'est pas compliqué, même si les gens n'aiment pas. Le Canada, c'est le pays qui aime le moins voter dans les pays en Occident, seulement 60%, et on se nivelle vers là-bas. On a dépassé les Américains, c'est à peu près 64%. C'est-à-dire que les élections
n'attire pas l'attention pour vraiment faire la démocratie participative. Nous, on a ajouté 2 autres variables pour essayer de comprendre notre idée de la démocratie, mais l'alphabétisation politique. Et c'est quoi la citoyenneté? Et cette idée de la citoyenneté formelle, normative, hégémonique, non participative, non délibérative, non engagée, non favorable à la justice sociale, ça nuit à tout. C'est pour ça que je reviens à Cuba. Il faudrait comprendre Cuba. Ok, il y a 4 millions de touristes, il y a toutes sortes ils ont trouvé toutes sortes de remèdes pour toutes sortes de maladies. Mais pourquoi il y a un blocus de 50 ans et on se sent un petit peu comme monde, comme c'est normal? C'est pas normal quand on voit. Mais c'est-à-dire que c'est où l'espace pour avoir cette délibération? L'autre chose pour l'alphabétisation politique, c'est l'acceptation des inégalités et leur reproduction scolaire et sociale dans des contextes dits démocratiques. Quand on a le taux de suicide le plus élevé au monde chez les Autochtones, ce n'est pas normal de quand même penser que ça n'existe pas. Et ce n'est pas pour dévaloriser les gens qui font des efforts. Au contraire, c'est pour simplement mettre toutes les cartes sur la table. On a des bonnes choses et on a d'autres choses. Mais comment arriver là? Donc, l'éducation transformatoire, pour nous, c'est un des clés. C'est peut-être pas la seule chose, mais sans une éducation critique, axée sur la justice sociale, engagée, c'est très difficile de mobiliser les autres aspects. Donc, il y a toutes sortes de paradoxes de la dissociation de la démocratie et l'éducation. Et puis, tout d'abord, on a une conception pas mal occidentalisée, pour ne pas dire américanisée, états-unienne. Il y a comme un cadre officiel, voici la démocratie, les élections, c'est un type de gouvernement. Et puis, on a... évidemment, on a privilégié un certain type de néolibéralisme. C'est difficile de penser des alternatives, d'autres approches. La démocratie, si on demande un échantillon d'une centaine d'enseignants dans une école ou des écoles secondaires, c'est quoi la démocratie? Est-ce que c'est un cours? Est-ce que c'est ce qu'on fait en général? Est-ce que c'est une philosophie? Est-ce que c'est un mode de vie? Et enfin, ça nous intéresse beaucoup parce que ce n'est pas un cours. Enfin, de dire que c'est un cours, c'est les gens cochent la boîte et on dit que bon, ben j'ai fait le cours 10e année et puis j'ai appris comment voter. Donc, c'est un sujet controversé, mais c'est ça le point d'avoir parlé de Cuba. Il faudrait s'engager. Je n'accepte pas que les gens soient d'accord avec moi, mais j'accepte qu'on pourrait en discuter pour décortiquer et puis tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on sait et pourquoi et comment, qu'est-ce qu'on vit? C'est quoi les conséquences? Enfin, on arrive là. On le connaît. Je ne connais pas sa musique. Je sais, il vient de Toronto, il a 200 millions de personnes qui le suivent sur Twitter, et il fait toutes sortes de choses, il urine dans des restos à Miami, il quitte d'ici là. Pourquoi je sais tout ça? Pourquoi? Parce que j'ouvre la portable, j'ouvre la tablette, j'ouvre le téléphone, j'ouvre la radio, j'ouvre la télé, on parle de lui. C'est tellement important. On ne parle pas de... Bon, ben, il y a bien d'autres choses. Je ne dis pas qu'il faut tuer un petit peu la joie de vivre, mais c'est disproportionné dans un sens. Et quand on va dans une école, on va comprendre tout de suite, c'est normal d'en savoir plus, et puis les gens se sentent très à l'aise. Je ne le connais pas, mais quand j'en parle dans mes cours, et j'en parle parce que pourquoi pas, les gens savent tout de suite. Mais oui, j'aime, je sais, il a fait. Mais si on parle de la Syrie, on parle de la Libye, on parle de l'Ukraine, on parle de la Mongolie, mais c'est quoi la connexion? La connexion, c'est que tout est connecté, le macro et le micro. Donc, quel est le sens de la vie? Avez-vous vérifié ma page Facebook? On est dans un autre monde. L'affaire de Panama, ça semble pour moi être tellement critique, catastrophique, tellement important pour les gens ordinaires, pour les gens qui paient des impôts, pour les gens qui veulent bâtir des communautés. Mais c'est un petit peu à l'écart.
Ici, ce sont quelques images que j'ai trouvées ici et là dans Facebook. Et puis, c'est-à-dire que on voit tout, on a accès à tout. On vit dans un monde avec toutes sortes de dimensions, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de malheurs, toutes sortes de bonheur, tout. Mais souvent, on revient, Justin Bieber ou Kardashian, ou est-ce que c'est plus facile de parler de la météo, parler d'autres choses, ou est-ce que c'est que la culture ne veut pas qu'on parle d'autres choses? Est-ce que c'est plus simple de parler de gens radicalisés? J'avais lu l'autre jour, et c'est pas pour se moquer de rien, mais apparemment, plus de gens aux États-Unis ont été tués par des meubles que le terrorisme islamique l'année dernière. Il y avait 17 personnes tuées par des meubles, je ne sais pas, c'est des frigos comme ça, mais c'est-à-dire que il y a une espèce de mettre des choses un petit peu en ordre. C'est pas pour dire qu'on ne devrait pas se préoccuper de rien, mais on n'a pas un campagne contre les frigos. C'est peut-être la faute d'IKEA aussi. Mais peut-être on devrait commencer à encercler et faire un blocus contre eux et la Suède. Bon, ben, c'est juste que on a toutes sortes d'accès aux données, toutes sortes de relations. On a une écologie qui est vraiment intéressante. On est en train de perdre des parties des îles, les océans qui montent. On a quelques dizaines de personnes qui ont presque la moitié de richesse du monde entier. On a d'autres choses. Les génocides, je ne sais pas, le roi Léopold du Congo, de la Belgique, il y avait un génocide incroyable en Afrique, 10 millions de personnes. Donc, il y a toutes sortes de choses. C'est ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire en éducation? Qu'est-ce qu'on devrait apprendre? Est-ce qu'on devrait apprendre, voici des listes, comment voter? Et je ne dis pas on ne devrait pas apprendre ça, mais en même temps. Donc, notre projet, qui date de quelques années déjà, c'est... on a un site web avec un archive de ressources, de livres, d'entre vous, d'autres sources. Et puis, c'est un projet où j'ai mené un projet en 2006 aux États-Unis avec 129 étudiants en formation de maître. Je leur ai demandé, grosso modo, qu'est-ce que c'est la démocratie pour vous? C'était quoi votre expérience de la démocratie en éducation et comment vous prévoyez enseigner, vivre la démocratie comme enseignant. Grosso modo, on a gardé le même instrument et on a répliqué l'étude dans une dizaine de pays, ou 10, 12, 15 pays, avec des collègues. On a adapté l'instrument pour la langue, le contexte, et il y avait peut-être plus de 5000 participants. On l'a fait ici à l'UQAM 2 fois, je pense 2008-2014. C'est très intéressant, je vais arriver un petit peu au résultat. Ce qui est intéressant, les résultats ne varient pas trop d'un pays ou l'autre, et il y a certains trucs. Donc le cadre conceptuel de l'éducation pour la démocratie pour notre projet, on essaie de voir c'est quoi la démocratie en éducation. Il faudrait voir les intervenants. Il y en a plusieurs, les étudiants, les parents, les communautés, les enseignants, les bailleurs de fonds, les gouvernements. Des niveaux d'intervention, au niveau de l'école, l'individu, la famille, les méthodes d'analyse philosophique, sociale, politique, discours d'analyse, les cadres conceptuels, je vais en parler un petit peu plus, les moyens d'apprendre, comment on apprend. Il y a la culture, il y a l'expérience, il y a l'éducation, il y a d'autres variables. Mais on ne peut pas faire abstraction de ça. Et le rendement et les résultats, qu'est-ce qu'on vise pour les démocraties? Quand les gens auraient complété l'école secondaire, c'est quoi le rendement recherché? C'est ça qui est intéressant. Si on comprend bien, en Ontario, auparavant, il y avait, peut-être ça existe toujours, on pourrait le confirmer, mais c'est le service volontaire obligatoire de 40 heures. Quand j'étais là au ministère de l'Éducation il y a un siècle, les gens faisaient leurs 40 heures chez grand-maman, ou bien dans une église, ou avec un mouvement social, mais ce n'était pas évalué, appuyé, je ne sais pas, intégré. Ça semble être un petit peu
une notion aléatoire. Pourquoi le faire? Donc, quand on a commencé notre projet, on voulait voir c'est quoi la démocratie en éducation. Et on a regardé 5 variables. Le curriculum, c'est important. Ce qui est écrit ici, ça peut te donner un indice, mais très limité, parce que la pédagogie, est-ce que les enseignants comprennent? Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils s'acceptent? Est-ce qu'eux-mêmes, ils s'engagent? On a appris dans notre recherche que la plupart d'enseignants ne veulent pas s'engager dans des questions controversées. Donc, c'est un problème. L'élaboration des politiques, il y avait une blague au ministère quand j'étais là. C'est peut-être pas drôle pour vous, mais il y a 2 choses que vous n'aimeriez jamais voir en train d'être fabriquées. Le saucisse, c'est évident, et l'élaboration des politiques. C'est pas intéressant, ça. Bon, et il y a aussi la culture institutionnelle. Ce qui se passe à l'école, les récréations, périscolaires, l'implication des parents, l'engagement des gens, les sports, le théâtre, tout ce qu'on fait dans les couloirs, c'est aussi important, sinon pas plus important, de ce qu'on fait dans les curriculums. Et on sait très bien quand on demande aux gens, c'était quoi vos expériences à l'école? Et on ne dit pas, ce livre-là, 5e année histoire. Non, non. Mes parents ont été divorcés, ou j'ai participé dans un groupe de théâtre, ou j'ai participé dans des projets. Et l'épistémologie, ça c'est très important. Ce sont des 5 variables qu'on a utilisées dès le départ de notre projet. Donc, on a ajouté par la suite l'éducation informelle et le leadership. On pensait que les 2 étaient fondamentaux. Donc, et c'est pas fini, mais quand même, ces 7 variables-là peuvent nous donner une idée un petit peu de la démocratie à l'école. Quelques thèmes et tendances de la recherche. L'évolution de la conceptualisation et la crainte de la démocratie. On en parle beaucoup, on est très sophistiqué, mais en général, en éducation, on ne l'aborde pas. Quand on demande aux gens c'est quoi la démocratie, c'est souvent 99% des gens une réponse normative, les élections pour le peuple, tout ça. On ne mentionne que très rarement l'éducation, relation de pouvoir, la justice sociale. Le processus de l'engagement critique est complexe, ardu et inconfortable, mais ça doit être réimaginé. L'authenticité doit en faire partie. Enfin, c'est ça, c'est l'engagement. Les élections, ce n'est pas un processus d'engagement, au contraire. Et je ne dis pas que moi je vote, c'est important, mais quand même, ce n'est pas ça. Le processus d'engagement, on doit être ouvert à accepter que ce n'est pas une prescription. La réalité de la démocratie hégémonique, normative et représentative est presque suffocante. Beaucoup de gens ont des difficultés, il y a beaucoup de paradoxes, beaucoup de contradictions. On le voit avec les justices, les inégalités sociales. L'expérience en lien avec l'éducation pour la démocratie, et c'est là, la plupart des participants dans nos études ont dit, souvent ils ont dit par la suite, on avait un autre questionnaire de suivi, ils ont dit, mais c'est la première fois que je pense du lien entre la démocratie et l'éducation. C'est un processus, mais c'est quoi le lien? Je ne peux pas dire que les enseignants ne pensent pas de ça, mais souvent il y a comme un train qui pousse les gens à ne pas trop s'engager là-dedans. Le macro, c'est le micro, et je pense que c'est ça. Si j'avais une recommandation que je pouvais faire au ministre, c'est de ne pas diluer le macro, de se connecter, le local est connecté, et vice-versa, mais de ne pas penser que les gens ne veulent pas s'intéresser dans les guerres, la pauvreté, le racisme, les problèmes écologiques. L'espace limité alloué à la justice sociale sert à augmenter l'injustice sociale. En évitant de s'engager dans des questions controversées, on peut augmenter justement le contraire de ce qu'on souhaite. Le besoin de lier davantage l'éducation avec des sociétés civiles. Et c'est là, je pense, c'est excessivement important. L'éducation ne devrait pas être isolée de la société civile. On doit être branché, connecté
pour apprendre et aussi pour bouger ensemble. Les questions très problématiques de comment faire la démocratie, c'est ça la question. Comment faire? Je vais prendre juste quelques minutes et puis pour terminer ici. On a élaboré un spectre mince, riche de la démocratie pour l'éducation pour la démocratie. Et c'est pas binaire, mais d'un côté, l'aspect riche, et on pourrait voir ces 7 composantes que j'ai énumérées tout à l'heure, mais c'est un processus sans fin de quêter, problématiser, de cultiver, de développer l'éducation pour la démocratie, centrée sur une approche critique, pertinente, participative et imbuée sur la justice sociale. Évidemment, la partie mince de l'équation, c'est le contraire. Ce qu'on a trouvé dans notre recherche, c'est que la plupart des écoles, en général, se trouvent au milieu. Peut-être pas l'indifférence, peut-être des actions superficielles, peut-être une ouverture, mais l'engagement vers la conscientisation qui exige vraiment une mise en question, c'est un autre niveau, ça prend plus de désir au niveau structurel et politique. En bas de l'équation, on a présenté récemment dans un symposium à Concordia sur la radicalisation. On n'a pas pensé de ça, mais au début, on pensait en bas de la partie mince, en bas, l'hostilité, le rejet, le refus. On pensait que c'est un échec, c'est ça les gens qui sont complètement décrochés, ne sont pas engagés. Au contraire, je pense qu'ils sont engagés, mais pas comme on le souhaite. C'est qu'ils étaient au milieu peut-être, et puis pour d'autres raisons, ils se trouvent à l'écart. On a trouvé 4 dimensions ici. L'éducation à propos de la démocratie, et puis via, relative à et pour, ils sont tous importants. Souvent, on reste ici dans la première boîte, en bas à droite. L'apprentissage des faits, c'est important, mais quels faits et comment et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remettre en question? C'est important les actions, c'est important la déconstruction des savoirs, mais c'est important surtout la poursuite des finalités en lien avec des valeurs et principes du bien vivre ensemble. Il faut faire tout ça ensemble. C'est ça qu'on a trouvé, c'est très compliqué, nuancé. Et ce n'est pas une question que est-ce qu'on est démocratique ou non, mais il y a d'autres variables. Je peux partager la présentation après. Je termine avec ça. L'amour radical de Paulo Freire, l'émancipation, la conscientisation, le désir de s'aimer, d'aimer l'autre, de travailler en fonction d'une société, une écologie, une notion politique plus vaste. Pouvoir aimer l'autre ne diminue nullement l'amour de soi et de famille et de sa communauté. Comment le faire? Bon, ben, le changement social. J'ai énuméré ici peut-être une vingtaine d'actions, de groupes, de bailleurs, des groupes, des mouvements sociaux, des individus, des artistes engagés, des enseignants, des bénévoles, les militants de la paix, contre le racisme, contre la pauvreté, les travailleurs qui s'inscrivent dans le cadre de la justice sociale. Il y a toutes sortes de gens qui font toutes sortes de choses et c'est ça l'espoir. On ne le voit pas peut-être sur la une du journal, on n'entend pas souvent, mais c'est ça la question qui nous intéresse. Et le rôle de l'éducation en façonnant la démocratie, c'est ça notre question. Merci beaucoup.